Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis toujours dans la philosophie du travail et je voudrais justement aborder dans cette leçon la nature du travail comme activité humaine qui est fruit elle-même d'autres activités humaines qui l'ont préparée. Donc je veux bien parler du travail comme exécution d'une œuvre à travers un mouvement. Et on sait que toute l'activité en question dont je parle maintenant a trouvé son nom dans le travail, alors que certains, comme le Père Marie-Dominique Philippe, lui donnaient plutôt le nom d'activité artistique, parce que lui insistait beaucoup sur l'œuvre belle qui peut être produite par le travail. Pour moi, j'ai préféré lui donner le nom d'activité liée au travail, de travail humain, parce que c'est sans doute la chose qui marque le plus dans cette activité-là. Cette exécution qui n'est pas facile, mais qui prend tellement de temps dans notre vie. En réalité, si on voulait être très précis, on devrait parler d'une activité de réalisation liée à un projet. Mais ça compliquerait certainement les choses. Et cela poserait sans doute d'autres problèmes parce que ce n'est pas n'importe quel projet. C'est un projet qui aboutit à la transformation d'une certaine matière. Alors, comme toujours dans ce genre de recherche, il faut partir de l'expérience. Or, il existe de très nombreuses expériences du travail. C'est la chose qui prend le plus de notre vie. Et donc, je voudrais donner quelques exemples au début. Quelques grands genres de travaux. Un exemple de travail lié à la réalisation d'une œuvre belle. Un exemple de travail lié à la réalisation d'une œuvre utilitaire. Et un exemple de travail intellectuel, donc lié à la transformation, à l'amélioration de l'esprit de jeunes élèves, par exemple. Et donc, je manifesterai ce qu'il y a de commun dans tout ce genre de travail. Alors, d'abord, pour ce qui concerne une œuvre belle, comme je l'ai indiqué dans les leçons précédentes, tout part d'une inspiration. En tout cas, lorsque l'artiste fait les choses de A à Z, lorsqu'il ne fait pas que démarrer un travail à un certain moment donné de son activité, par exemple en copiant l'œuvre de quelqu'un qui est son maître. Mais lorsqu'il porte lui-même l'inspiration, c'est le départ qui va aboutir au travail. Cette inspiration, il va la rendre intelligente, la rendre possible à travers un choix artistique, et elle va aboutir à un projet, à une idéa, qui porte en elle une puissance d'émotion liée à l'inspiration au beau qu'il a pensé dans son esprit, et qui porte en elle, d'autre part, une puissance de réalisation. Donc ce n'est pas un simple rêve. Et donc, sortant de cette idéa, il va falloir passer à la phase d'exécution, la phase efficace. Et donc l'artiste, il va se coltiner à une matière. S'il s'agit, par exemple, d'un morceau de marbre, et qu'il faut le transformer en une statue, la statue magnifique, par exemple, d'un corps féminin, eh bien, il va commencer par dégrossir avec un outil assez épais, en faisant bien attention de ne pas faire sauter un morceau en trop, ce qui obligerait à tout recommencer. Puis, il va adapter avec son intelligence pratique, en prenant des outils de plus en plus fins, pour ensuite arriver à poncer les choses très finement, de manière à donner à ce marbre ce côté brillant, ce côté, je dirais, cette patine particulière qu'on trouve dans les statues. On peut constater que dans son travail, il y a une dimension de temps et il y a une dimension pénible. Je veux dire qu'il faut se coltiner ce marbre. Et il faut se le coltiner pas seulement avec un effort physique matériel, avec intelligence, avec doigté, donc sans cesse. Cela implique une connaissance de la matière. On remarque aussi qu'il faut des outils. Sans outils, avec la main toute seule, jamais on ne pourra transformer un marbre en une statue. Donc tous ces éléments-là, il faudra les analyser. Il y a donc une richesse énorme dans le travail.
sans cesse au cours du travail avec son jugement critique. L'artiste se réfère à l'idéa qu'il porte en lui pour juger de ce qu'il est en train de faire et il modifie s'il le faut. Donc sans cesse, l'intelligence est là et sans cesse aussi l'idéa avec sa forme, avec sa puissance d'inspiration. Alors un autre exemple de travail, c'est le travail de l'artisan. Par exemple, un homme qui serait en train, comment dirais-je, de transformer une planche en vue de réaliser, mettons, une machine agricole. Une machine agricole en bois. Eh bien, il va tailler la planche, toujours pareil, et ce qu'il y a de commun avec ce que je viens de décrire précédemment, c'est que tout cela, évidemment, est porté par un projet. Mais son projet ne porte pas une inspiration de type artistique. Il n'y a pas un grand élan de beauté. Non, c'est de l'efficacité qu'il veut. Il veut que ce soit solide. Il va falloir labourer un champ. Il veut fabriquer une charrue avec des pièces en bois. Ça doit être un bois choisi, pas du peuplier, quelque chose de beaucoup plus dur, du chêne par exemple, quelque chose qui résiste à l'attraction animale qui sera devant. Et ensuite, il fabrique d'autres pièces pour qu'elles s'ajustent. Et le tout donne ce qu'il veut fabriquer, son œuvre. Il va l'essayer s'il le faut. Et peut-être qu'il a accumulé de l'expérience. Il sait ce qui tiendra, il sait ce qui ne tiendra pas. Donc comme toujours, le jugement critique est là. Un jugement critique par rapport à l'expérience acquise des artisans sur le labour. Et puis par rapport au projet qu'il porte en lui. Jugement critique par rapport au type de bois qu'il utilise. S'il y a un nœud quelque part qui fragilise, il faudra changer de morceau de bois. Et puis il y a la manière de travailler ce bois particulier. Il y a l'effort physique aussi. C'est un travail laborieux qui demande du temps. Et enfin, quand l'œuvre est réalisée, eh bien on l'essaye. Et si elle fonctionne, on peut se reposer. Le travail en question, il ne produit pas autre chose après le travail, si ce n'est l'œuvre qui aboutit à un repos, à une joie d'avoir réalisé ce projet. Troisième expérience que je peux décrire, c'est celle d'un travail intellectuel. Par exemple, le travail d'un professeur qui prépare un cours. Alors, lui, la transformation, la matière qu'il veut transformer, c'est l'intelligence de ses auditeurs. Et l'intelligence des auditeurs, c'est une matière qui a elle aussi ses exigences. À savoir qu'il faut un plan avec une certaine cohérence. On passe d'un point à un autre. Et il faut que l'auditeur puisse comprendre la logique de ce plan. Donc si on se contente de tourner, de retourner, de revenir en arrière, de revenir en avant, de manière brouillonne, l'efficacité de la connaissance sera moins forte. D'autre part, il faudra alimenter avec un choix critique ce cours avec des exemples qui illustrent. Pourquoi? Parce que pédagogiquement, le travailleur intellectuel qui donne un cours sait qu'il a affaire à un public pour qui le sensible, le visible est quelquefois plus parlant que l'analyse strictement abstraite. Alors, il pourra donner son cours, il le donnera oralement avec des mots choisis, avec un ton, avec des silences s'il le faut. Le but étant que l'auditeur ait informé son intelligence, qu'il ait compris quelque chose de plus, qu'il en sorte enrichi par rapport à ce qu'il était avant. La joie de celui qui donne un cours comme ça, c'est quand quelqu'un peut témoigner qu'il est devenu plus intelligent grâce à ce cours, grâce à ce genre de leçon. Donc il y a bien aussi un repos dans une œuvre qui ne se voit pas extérieurement, une œuvre qui est la transformation d'une matière spirituelle, à savoir l'esprit humain. Alors on le voit, ces trois exemples que j'ai donnés manifestent bien ce que c'est que le travail. Ça veut dire qu'on a à peu près dedans les mêmes phases qui interviennent et qui devront être donc analysées une par une. L'outil dont se sert le professeur, l'intellectuel, c'est sa parole, son langage articulé. L'outil dont se sert le menuisier qui fabrique une charrue, ce sont ses outils en fer, ses tarières, ses planes, etc. Et l'outil dont se sert l'artiste qui fabrique une statue en marbre,
eh ben, ce sont ces petits burins. Mais c'est aussi quelque chose de très lisse, une pâte faite peut-être de poussière de diamant qui lui permettra de lisser sa statue à la fin. À étudier ces outils qui deviennent, depuis que l'histoire évolue, de plus en plus performants, qui ont changé, non pas la nature du travail, qui reste le même maintenant que ce que pouvait faire un homme préhistorique qui taillait un silex en vue de fabriquer une lance, mais qui en change le conditionnement de manière radicale. Je veux dire par là que lorsqu'on utilise, par exemple, une meuleuse qui tourne à 1100 tours minute pour poncer un morceau de bois, c'est tout de même autre chose que de passer des heures à le faire avec une toile sur laquelle on a mis quelques grains de sable. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins pénible, et donc c'est beaucoup plus plaisant. Toutes ces phases, toutes ces notes que j'ai décrites dans le travail, il ne faut évidemment pas les prendre matériellement comme si c'était toujours cet ordre-là, cette manière de faire-là. Il y a des travaux qui, par exemple, sont complètement coupés de l'inspiration, du projet, de l'idéa. Quand on demande à un ouvrier de creuser un trou ici, on n'a pas forcément besoin de lui expliquer à chaque fois pourquoi c'est faire. Et lui, il va exécuter. Ben, c'est un travail. Seulement, ce qui caractérise le travail dans sa plénitude, c'est quand il a toutes ses phases, y compris ce qui précède. Donc l'expérience artistique, la contemplation artistique. Il y a d'autre part des travaux qui sont purement pénibles, des travaux d'exécutants, qui n'apportent pas de joie. Et il y a des travaux, au contraire, qui sont purement source de plaisir, au point que lorsqu'on dit « tu es allé au travail », la personne peut dire « non, c'est tellement un plaisir pour moi que je ne travaille jamais ». C'est comme un jeu, c'est comme un loisir, c'est comme un épanouissement. Donc tout cela, il faudra en tenir compte dans l'analyse du travail. Il me reste, avant d'analyser donc ce que c'est que le travail en lui-même, à préciser une note importante qui fait partie du travail, à savoir le fait que dans les 3 cas, il y a recherche d'efficacité. Le travail est dans le domaine de l'efficacité. Je veux dire par là qu'on n'agite pas seulement de l'air, on veut produire une œuvre. Il y a donc un but qui attire, qui finalise le travail. Si on n'aboutit pas à l'œuvre de manière efficace, on peut dire que le travail est dans l'échec. Il n'a pas atteint son but. Alors cette phase de première description ayant été faite, il me reste maintenant donc à définir ce que c'est que le travail. Eh bien, comme l'ont montré ces 3 exemples, on constate que le travail est une activité transitive, une activité qui est située entre, d'une part, l'idée, le projet qui la motive, et d'autre part, l'œuvre qui est son aboutissement. Le travail consiste finalement à faire passer d'un état virtuel, dans l'idée de l'artiste ou de l'artisan, à un état réel, dans la réalité de quelque chose qui est constatable. État réel qui est tout à fait réel lorsque l'esprit des étudiants, par exemple, alors que rien ne se voit de l'extérieur, s'est affiné, qu'ils ont compris davantage le réel. Il y a donc véritablement passage d'un état intentionnel, une pensée, à un état concret, dans la réalité, si bien qu'on peut dire que le travail, c'est la manière dont se fait l'œuvre créatrice. Le travail est créateur. Cependant, le fait que je mette un lien avec le projet pensé par l'artiste montre que le travail est une activité humaine, fondamentalement humaine et structurante pour l'être humain. Parce que si on se demande d'où vient le travail, on ne peut pas dire simplement que le travail est dans la main, en tout cas pour l'artisan ou l'artiste qui produit son œuvre. Non, en réalité, le siège premier du travail, c'est certainement l'esprit humain, l'intelligence qui porte l'idéa et la volonté qui passe à l'acte, qui décide d'appliquer cet idéa dans le réel en fonction des choix qui ont été faits.
Donc on pourrait dire que fondamentalement, le siège du travail, c'est l'esprit humain, tout entier. Mais évidemment, pour qu'il puisse se réaliser concrètement, tout le corps de l'homme, je dirais même toutes ses facultés, vont être utilisées. Alors effectivement, dans un langage habituel, lorsqu'on regarde le travail en tout cas, qui est efficace, qui aboutit à une œuvre visible, on parle là de travail manuel, de travail de la main. Mais en réalité, c'est une façon de parler. L'outil est effectivement fondamentalement la main, mais ce qui produit le travail, c'est l'être humain tout entier, qui se sert de toutes ses facultés. Et on voit par là d'ailleurs comment est-ce que l'esclavage, qui réduisait des centaines et des milliers d'hommes à des purs exécutants, réduits à des mains, on peut dire, ou à de la force musculaire brute, comme le feraient des bœufs, était une perte d'efficacité de l'humain. Ça veut dire qu'en réalité, rien qu'au point de vue de l'efficacité, l'Empire romain, en réduisant des milliers d'hommes à l'esclavage de cette façon-là, en réalité, ne se rendait pas compte qu'il détruisait sa propre efficacité. On s'en est rendu compte à notre époque contemporaine, lorsqu'on a pu, je dirais, humaniser totalement le travail comme maintenant, faire que chaque ouvrier soit aussi un spécialiste de son domaine. Par exemple, celui qui balaye, il apprend non seulement à se servir, je dirais, d'une machine qui lui permet de le faire, donc ça démultiplie effectivement du côté de l'outil l'efficacité, mais il comprend ce qu'il fait. Il comprend dans quelle mesure l'hygiène doit être appliquée. Ce qui se passe s'il ne nettoie pas tel endroit particulier où des gens passent, par exemple dans un hôpital, et donc où il porte véritablement avec son intelligence l'efficacité du travail. Eh bien, lorsqu'on n'a pas ça, si on en fait simplement un exécutant qui ne comprend pas ce qu'il fait, on perd en efficacité. Cela veut dire que le travail, son siège, s'il est fondamentalement l'intelligence, s'il est aussi la volonté qui décide de passer à l'acte, eh bien, il se sert de toute la richesse des facultés humaines. Il les met au service de l'œuvre qui va aboutir. Et là, on a véritablement un travail humain, mais aussi un travail pleinement efficace. La main, prise en elle-même, n'est que l'outil. Mais elle n'a son efficacité que parce qu'elle est la main d'un être intelligent. Et l'outil qu'on fabrique, qui prend de plus en plus de place, qui rend le travail de plus en plus efficace, n'a lui-même aussi son efficacité au service du travail et donc de l'œuvre que parce qu'il est utilisé par l'intelligence de l'homme travailleur. Alors on pourra opposer à cela la taylorisation, ça veut dire la division du travail en tâches extrêmement spécialisées, et qui sont donc de plus en plus efficaces puisque chacun est spécialisé dans une tâche particulière. Ben, je pense que, effectivement, cela a pu augmenter grandement la productivité du travail dans un premier temps. Seulement, je pense qu'à long terme, ça a peut-être réduit fondamentalement la productivité du travail, puisque les hommes qui venaient au travail, y venaient à reculons, de manière pénible, et donc ne pouvaient rester à faire leur travail que parce qu'ils étaient sous une pression de surveillants qui étaient là, qui pouvaient les renvoyer du jour au lendemain. Lorsqu'on compare maintenant aux tâches telles qu'elles sont effectuées, où ces côtés répétitifs ont été souvent remplacés par des machines, où l'homme pense son travail de plus en plus, eh bien on constate, en tout cas en Occident, que l'efficacité, elle s'est approfondie. Elle est beaucoup plus grande, parce que le travail est pleinement humain. Donc si je résume ma définition du travail, qui est une activité transitive, fondée sur une idéa, aboutissant à une œuvre, qui nécessite l'efficacité, dont le siège est l'intelligence et la volonté, dont l'outil est la personne du travailleur tout entier, pas seulement sa main, on approche, je pense, d'une compréhension de ce qu'il est. Mais on ne doit pas oublier de parler de son effet. L'effet du travail, c'est l'œuvre. Et c'est très important à dire.
Le travail n'atteint son aboutissement que lorsqu'il produit son effet efficace, qui est l'œuvre concrète vers laquelle il tend, et qui est portée par l'idéa, l'idéa portant en elle cette tension vers l'œuvre. Je pense qu'en donnant tous ces éléments, on a atteint à la définition du travail, sous tous les aspects essentiels qu'il faut donner. Donc, si je résume, la cause exemplaire du travail, c'est l'idéa, et c'est là la cause principale qui en est, sa cause essentielle et son principe d'intelligibilité. La cause efficiente du travail, c'est d'abord l'intelligence et la volonté du travailleur, mais c'est aussi son être tout entier. L'outil du travail, c'est le corps, la sensibilité, l'esprit du travailleur, et qu'il peut prolonger par des outils qu'il invente en vue de mieux travailler. La cause finale du travail, donc ce qui le termine, mais ce qui l'attire aussi, c'est l'œuvre. L'œuvre réalisée, une œuvre qui correspond à l'idéa qui était à la base. Enfin, la cause matérielle du travail, eh bien c'est la matière qu'on transforme. Le marbre dans le cas de la statue, l'intelligence des étudiants dans le cas d'un cours qui est donné. Le bois et le fer, si un artisan veut fabriquer par exemple une charrue. C'était l'exemple que je donnais tout à l'heure. Alors toujours pour approfondir cette définition du travail, je voudrais parler de ce qu'il est ontologiquement. Donc comme je l'ai dit, le travail aboutit à une œuvre. Mais quelquefois, ce n'est pas une œuvre extérieure et visible. Parfois, le travail lui-même est sa propre œuvre. Si on prend l'exemple, par exemple, d'un homme qui transporte des objets, dont le travail est d'être transporteur, eh bien, son travail, c'est le transport. Eh bien, cette image que je donne manifeste un petit peu ce que c'est que ontologiquement le travail. Tout travail, quel qu'il soit, c'est finalement un mouvement. Et comme dans tout mouvement, on a un terminus ad quo, c'est-à-dire un commencement, l'idéa, et un terminus ad quem qui est l'œuvre elle-même produite. Le travail, c'est une transformation. Autrement dit, c'est un faire, d'où le nom de facere, qui est donné en latin à l'activité artistique. Alors je voudrais maintenant, pour approfondir encore cette recherche, me servir de l'analogie. L'analogie, c'est donc une comparaison avec des choses qui existent dans le réel, qui sont d'abord différentes. Donc quand on fait une analogie avec un esprit de souplesse, pour mieux comprendre une réalité, on se souvient que la chose est d'abord différente. Cependant, il y a quelque chose de commun, et la comparaison entre ces choses différentes permet mieux de donner la spécificité au travail que je veux établir maintenant. Alors, je voudrais faire 3 comparaisons. La première comparaison, c'est le travail comparé avec ce qu'on appelle le travail de l'accouchement d'une mère. La deuxième, ce sera de comparer le travail avec ce qui, dans l'activité morale, s'appelle l'usage moral des moyens au service de la conquête de la fin. Et la troisième analogie que je voudrais prendre, c'est celle du travail avec le raisonnement intellectuel qui aboutit, dans le cadre de la philosophie ou de la science, à une nouvelle conclusion. Donc il sort un effet. Eh bien je dirais que ces 3 comparaisons vont permettre d'apporter, comment dirais-je, quelques éléments pour mieux comprendre ce que c'est que le travail. Donc d'abord, en le comparant au travail de l'accouchement, le mot qui a été pris, justement, est le travail, et c'est pas pour rien. Donc il y a une souffrance dans l'accouchement, qui maintenant, évidemment, disparaît de plus en plus grâce à la péridurale. N'empêche que l'expérience millénaire, c'est que c'est une souffrance. C'est un moment pas facile, un effort physique, des exercices, des aides qui sont là et qui disent à la jeune mère comment faire. Le travail peut durer des heures et des heures. On se fixe sur les contractions. Et puis quand vient le bébé, l'œuvre, on pourrait dire, est là. Sauf que, évidemment, la grande différence, c'est que ce n'est pas une œuvre produite
par sa simple inspiration. C'est en réalité un être substantiel radicalement différent de soi. Pourtant, il n'empêche que, comme on l'a produit, eh bien, dans les expressions habituelles, on parlera de faire un bébé. Alors qu'on devrait, en strict langage, on devrait dire plutôt donner la vie à un bébé, à un être humain différent de soi. Faire un bébé parce qu'il y a effectivement un travail, une gestation, un accouchement. Alors cette comparaison, elle permet de comprendre l'élément pénible qu'est dans le travail. Il y a véritablement un effort, on se coltine à la matière. Comme dit la Bible, la terre produit des ronces, et toi tu la travailles à la sueur de ton front. C'est dans le livre de la Genèse. Et ça illustre bien l'expérience. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que quand l'œuvre est là, quand l'œuvre est produite, lorsqu'on aboutit à une œuvre, lorsque le travail est humain, lorsqu'on n'est pas simplement dans la pure exécution de l'esclave, alors le travail s'achève dans la joie de la contemplation de l'œuvre réalisée. De la même façon que l'accouchement, lorsque le bébé est là, on ne se souvient plus des douleurs qui ont duré des heures, on ne voit plus que le bébé qui est là, et tout est oublié. Alors la deuxième analogie que je voulais donner, c'était celle avec l'activité éthique, qui sera étudiée un peu plus tard dans ces cours de philosophie. Et ce qu'on appelle en éthique l'usage moral des moyens en vue d'atteindre la finalité, le bien dont on a fait sa finalité dans l'intention de vie. Alors, rappelons en quelques mots ce qui se passe dans l'activité morale habituelle. Donc lorsque par exemple un homme tombe amoureux d'une jeune fille, cet amour au départ n'est pas libre, il s'impose à lui. S'il le veut dans un second temps, il peut faire de cette personne qui est un bien pour lui, qui attire sa sensibilité, sa volonté, mais de manière naturelle. Il peut librement en faire sa finalité, en disant « cette personne est digne d'être aimée, je choisis d'en faire ma finalité ». Évidemment, il faut ensuite choisir des moyens de manière à aborder cette personne, parce qu'on ne peut pas rester dans un amour affectif, lointain, c'est de la velléité. Cet amour, lorsqu'on en a fait son intention, il porte en lui le désir de devenir un amour effectif, donc réciproque, un amour d'amitié. Donc on choisit des moyens, et à un moment donné, on doit passer à l'acte. C'est ce qu'on appelle l'imperium. L'imperium, c'est quand on se lance à l'eau. Donc par exemple, on va aborder la jeune fille et on déclare quelque chose. On le fait plus ou moins intelligemment, en fonction des conseils qu'on a pris, en fonction de ce qu'elle est. Et alors, tout au long de cette phase-là, on use de ces moyens. On les utilise pour obtenir une efficacité. Cette efficacité n'étant pas la transformation d'une œuvre, mais étant l'union effective dans un amour qui aspire à devenir réciproque avec la finalité qui a été choisie. Eh bien, le travail a quelque chose qui est analogue. Je veux dire par là qu'il y a aussi dans le travail une recherche d'efficacité. La grande différence, c'est que le but, la finalité n'existe pas et elle va être produite par le travail. Alors que dans le cadre de l'activité éthique, la finalité préexiste et ce n'est pas moi, par mon travail, qui en est la source. Je ne suis la source par mon travail, on pourrait dire analogiquement, c'est-à-dire par l'usage moral des moyens, que de l'union à quelque chose qui existe avant moi, que je respecte infiniment, qui s'impose à moi et vers lequel je tends. Alors ce qu'il y a d'analogue entre l'usage moral et le travail, c'est ce côté efficacité, l'intelligence pratique qui ordonne des moyens à la fin, qui regarde le résultat, qui reprend conseil de soi, qui compare à l'idéal dans le cadre du travail, qui compare à l'intention qu'on veut réaliser dans le cadre de l'activité morale. Mais là où il y a différence importante qui doit toujours être en tête, c'est que le travail produit lui-même
sa propre finalité, c'est-à-dire l'œuvre vers laquelle il tend, alors que l'usage moral ne produit rien d'autre que l'union affective et effective à cette finalité qu'on a aimée, qu'on a choisie au départ. Et ceci n'est pas que sans conséquences concrètes. Il y a certains hommes qui sont des séducteurs et qui utilisent les moyens moraux comme on utilise un travail. Ça veut dire qu'ils ont analysé comment fonctionnent globalement les filles, ils ont une finalité particulière qui est d'ordre de l'efficacité, ils mettent en branle leur séduction et ils obtiennent le résultat qu'ils veulent. Donc on peut dire qu'ils se servent de l'usage moral à la manière dont un travailleur se servirait du travail. Et il y a là quelque chose qui est immoral en réalité, parce qu'il n'y a pas le respect infini qui doit être face à quelque chose qui est plus grand que soi et qui finalise sa propre vie. En réalité, si on confond les deux, usage moral et travail, on transforme la personne de l'autre en une simple œuvre qu'on veut conquérir, attraper pour son bien personnel, etc. Donc on le voit, alors que descriptivement, on pourrait tout à fait identifier les deux activités, donc l'usage moral et le travail. En réalité, parce que ce n'est pas porté intérieurement par la même chose, on voit que c'est absolument différent. Et ceci indique bien que le travail, comme l'usage moral, ne peuvent pas être étudiés abstraitement pour eux-mêmes. Ce qui leur donne sens, c'est l'intention dans le cadre de l'usage moral, c'est l'idéa dans le cadre, comment dirais-je, du travail, de l'activité du travail. Et ceci manifeste encore une fois comment la philosophie ne peut pas se contenter d'une description extérieure, sinon tout est égal. Elle doit analyser les causes, les mettre en rapport, les comparer, voir ce qu'il y a de commun, mais aussi toujours avoir en tête ce qui est radicalement différent. Et alors ceci me permet d'aborder une troisième analogie, l'analogie entre le travail qui aboutit à l'œuvre et puis le raisonnement dans une matière philosophique qui va aboutir à une conclusion nouvelle, cachée et qui est vraie, qui est conforme à la réalité. Alors ce qu'il y a de commun entre le travail et le raisonnement, c'est que les deux impliquent un certain labeur, un labeur de l'intelligence, qui ne se contente pas de la donnée du départ, mais qui cherche à aller plus loin. Donc dans le cadre du travail porté par l'idéa, il s'agit de réaliser dans le concret l'œuvre, quitte à se coltiner toute une phase pénible, transitoire mais pénible. Et dans le cadre du raisonnement, il y a une recherche, une confrontation de plusieurs jugements, avec l'aspect logique qui intervient entre les deux. Il y a donc là quelque chose qui est aussi laborieux. Le raisonnement, ce n'est pas l'opération la plus parfaite de l'intelligence humaine, et lui aussi, il est transitoire. Je dirais que ce qui intéresse le philosophe ou le scientifique, c'est la conclusion finale pour savoir si elle est vraie ou fausse. La démonstration, on reviendra dessus s'il faut convaincre quelqu'un pour lui montrer comment on est arrivé à cette conclusion. Mais c'est la contemplation de la vérité nouvelle qui est trouvée, qui fait le repos de la recherche et qui atteint la perfection. Eh bien, ce qu'il y a de commun entre les deux, c'est le caractère transitoire, le caractère mouvant du travail d'un côté, du raisonnement philosophique de l'autre. Ça veut dire que ce ne sont pas le but. Le repos ne vient qu'après. Et le raisonnement n'aboutit pas à une activité nouvelle, la conclusion finale étant vraiment l'achèvement du raisonnement. De même que le travail n'aboutira pas à une activité nouvelle, l'œuvre réalisée étant l'achèvement de toute l'activité. C'est pourquoi, dans les deux cas, eh bien, il y a repos, il y a joie spirituelle. Il y a ensuite contemplation philosophique dans un cas, et dans l'autre cas, contemplation artistique de l'œuvre, pour voir si elle est véritablement conforme à l'inspiration. Alors une autre différence
qui est à mettre en rapport avec celle que j'avais indiquée dans l'activité morale. C'est que l'œuvre sera mesurée à l'idéa, donc à une chose qui préexistait dans l'artiste et dont il a été source. Alors que la conclusion philosophique ne sera pas mesurée à l'intuition première du philosophe. Si Albert Einstein, après avoir abouti à sa formule E égale mc2, ou à certaines déductions qu'il fit de sa théorie concernant la lumière et la gravitation, ou plutôt la déformation des rayons lumineux en proximité d'une masse, s'il s'était contenté de cela, eh bien, il aurait tourné dans une idéologie. Il aurait dit « j'ai inventé un système merveilleux », il aurait contemplé toute sa vie et ce n'aurait abouti à rien d'autre que son rêve. Tandis que ce qui intéressait Albert Einstein, c'est de vérifier ses conclusions par rapport à un maître qui n'était pas lui-même, mais qui était l'observation dans la réalité. Ce qui voulait dire que le maître qui mesurait sa conclusion scientifique ne venait pas de lui, mais venait de quelque chose qui préexistait à lui. Donc on le voit, là encore, il ne faut pas confondre activité artistique et activité scientifique ou philosophique, parce que, dans un cas, nous sommes le propre maître de notre œuvre, et dans l'autre cas, notre intelligence a un maître qui lui est supérieur et qui s'appelle la réalité. Alors je voudrais m'arrêter ici pour cette première leçon sur le travail. Mais en réalité, ce ne sera pas la seule leçon. Parce qu'il y a de nombreux éléments que je voudrais ensuite développer pour eux-mêmes. Et donc, je vais maintenant séparer cette recherche en plusieurs leçons pour établir des éléments particuliers, tellement l'activité du travail est importante pour ce qui est de la vie de l'homme.